À présent, nous allons découvrir les résultats du grand sondage IFOP sur les métiers. Et donc, je vais appeler Frédéric Dabi et Serge Guérin à me rejoindre. Messieurs. Frédéric Dabi, vous êtes directeur général de l'IFOP. Serge Guérin, vous êtes sociologue. Alors, on va commencer avec vous, Frédéric. Vous allez nous présenter les résultats de cette enquête 2025. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Avec un an de retard, je m'excuse pour mon absence l'année dernière due à une petite dissolution, un petit événement qui nous est tombé dessus le 9 juin dont tout le monde se souvient. Alors, on change la donne, puisqu'on n'est pas comme les autres années sur un sondage quantitatif, comme on le faisait chaque année depuis le congrès de Deauville en 2017, mais on est sur du qualitatif. C'est-à-dire qu'on a moins voulu, comme les autres années, mesurer le rapport de force, le regard sur les EHPAD, les motivations à l'engagement. On a moins voulu quantifier que comprendre comment, auprès de publics spécifiques, les choses se construisaient sur notamment l'attractivité des métiers du grand âge, sur les éléments de satisfaction dans le cadre des EHPAD et sur les attentes. Donc on a changé de focale. Alors, on ne va pas être sur une bataille d'Hernani entre quantitatif et qualitatif. On est sur des méthodes complémentaires, mais on a changé de focale avec, cette fois-ci, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, on a interrogé 2 cibles pendant plus d'1 heure, des entretiens individuels auprès de personnels soignants d'EHPAD, qui interviennent à domicile en EHPAD ou seulement en EHPAD, et des entretiens auprès des personnes qui pensent, qui envisagent, des étudiants, des personnes en reconversion, s'orienter dans le secteur du grand âge. Alors ce qu'on a prévu, on ne vous l'a pas dit avec Serge, c'est faire un petit ping-pong pour pas que je fasse une demi-heure de présentation. On va regarder assez rapidement, mais le sondage a été transmis à des journalistes et le rapport va être mis en ligne pour que tout le monde puisse regarder les choses de manière fine, parce que là on a vraiment le discours de personnes et pas seulement des chiffres qui parfois qu'on a du mal à faire parler, mais on va regarder ensemble les principaux enseignements. Et d'abord, la question de la motivation de travailler auprès des personnes âgées en EHPAD. Et clairement, on voit que ça relève, pour les gens interrogés, que l'IFOP a rencontré sur un modèle héroïque, une vocation précoce, un véritable sacerdoce. Et quand on regarde un peu, quand on fait parler les gens sur leur trajectoire, il y avait une célèbre publicité qui était « Vous ne viendrez pas chez nous par hasard », et ben on voit très bien que travailler en EHPAD auprès de personnes âgées, ce n'est pas le fait du hasard, c'est une vocation précoce aux origines multiples. Il y a très clairement quelque chose qui relève d'une motivation altruiste. C'est d'abord l'aide à la personne, c'est le soin. Tout de suite se pose la question de l'utilité sociale et sociétale de son métier. On n'est pas sur un métier étanche par rapport à la société. Il est avec et il est dans la société. Et donc, dans ce cadre-là, très clairement, la vocation pour le soin relève de cette vocation précoce, relève de l'engagement, le souci de l'autre, le désir de prendre soin, de pouvoir apporter du bien-être. Et donc, il y a un mot qui sera extrêmement fort, qu'on n'a pas dans toutes les professions au sein desquelles l'IFOP fait ce type d'investigation qualitative, c'est la notion de fierté. Fierté à exercer un métier qui a du sens, cette fameuse quête de sens dont tout le monde parle. Cette idée, vous connaissez la métaphore de Charles Péguy, je ne taille pas des pierres, je construis une cathédrale. C'est très clairement ce qui est au cœur de l'engagement des personnes qu'on a rencontrées. Une quête de sens, l'idée de s'engager face à une société qui peut être vue comme égoïste, et ça a été dit au cours des entretiens individuels, face à des pouvoirs publics qui, sur des grandes questions, l'éducation, la santé, la prise en charge du grand âge, sont uniquement perçus sous l'angle de l'inaction. Sous l'angle de on ne règle pas les problèmes, on les met sous le tapis, alors que nous agissons concrètement, d'où l'idée d'une filière noble. Alors c'est un petit peu différent sur cette partie motivation à travailler dans le domaine du grand âge, sur le lien avec les patients. Le choix de la gériatrie, ça relève plus souvent d'une orientation tardive, parce qu'il y a peut-être cette image un peu caricaturale d'un secteur qui souffre d'une mauvaise image, le stéréotype que vous connaissez de l'EHPAD, mais très clairement, au cœur de l'engagement très vite, il y a le contact
avec les personnes âgées qui constituent, on va le voir, même sur la partie de la vie quotidienne dans son travail, constitue un profond moteur de satisfaction face à des publics fragiles, vulnérables, dépendants. Et là aussi, on retrouve, c'est dit comme ça, l'idée d'un métier utile, d'un métier porteur de sens qui donne clairement, et c'est assez terrible parce que j'ai parlé au début de mon intervention de ce modèle héroïque, c'est un fort sentiment de responsabilité. Quelqu'un nous dit, une femme de 40 ans qui travaille en EHPAD en Île-de-France, si je ne le fais pas, qui le fera ? Donc on a quelque chose qui est vraiment pas anodin et qui est peut-être plus je dirais, émouvant et frappant que nos chiffres habituels où on a 80% des personnes, des Français, qui considèrent qu'il y a une utilité sociale. Il y a aussi, enfin, je vais laisser la parole à Serge juste après, des motivations qui sont à travailler en EHPAD privé en distinction par rapport aux EHPAD publics. L'idée qu'il y a des meilleures conditions de travail, qu'il y a moins de turnover, qu'il y a plus de moyens pour les résidents, qu'il y a des relations, on va voir à quel point l'ambiance de travail est fondamentale, beaucoup plus horizontale et une moindre pénibilité. Alors, je vais peut-être entendre des bruits, ce n'est pas la réalité, c'est la perception du réel, telle qu'on a interrogé les personnes, mais clairement, on a des motivations très fortes, très bien dessinées, et donc qui relèvent du sens, de l'utilité sociale et de l'engagement pour un métier pas comme les autres. Bien, alors Serge, quel regard le sociologue que vous êtes porte-t-il sur ces données ? Honorable compagnie, je vous salue. Alors, première chose peut-être très intéressante, c'est qu'on sort un petit peu de la culture misérabiliste. On est quand même dans un pays où on a une médaille d'or olympique depuis un siècle, et on va l'avoir pour un siècle encore, c'est de se plaindre et de dire c'est chez nous, c'est le pire. Et là, ce qui est intéressant, c'est où les gens d'eux-mêmes disent c'est complexe, mais c'est pas si pire que ça. Il y a des mots quand même très, très forts qui ressortent. Le premier, alors on pourrait discuter sur la notion de vocation. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent vocation, c'est religieux, c'est plus ça. On avait fait avec la Fondation Clariel, on avait fait tout un travail là-dessus. Les gens parlaient justement d'engagement, de termes comme ça. Là, on a du débat. En tout cas, voilà. Le rapport à tout ça est sans doute est complexe, mais très très fort. Cette notion de fierté. 2/3 des entreprises, quand on demande aux gens, est-ce que vous conseilleriez les produits que vous fabriquez, est-ce que vous les conseilleriez pour vos proches ? En 2/3 des entreprises, on dit non. C'est difficile d'être fier quand on bosse dans quelque chose où on se dit j'aimerais pas que mes enfants y aillent. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, cette notion de fierté, elle est très très forte. Rien que ça, c'est le meilleur des médicaments, la fierté. Donc, de dire, je fais quelque chose qui est utile. Le sentiment, l'utilité, c'est, dans l'équilibre de soi, c'est hyper, hyper important. À quoi je sers ? Quête de sens. Voilà, exact, on a besoin de ça. L'être humain, évidemment, on a voulu le résumer à un consommateur. Et de plus en plus, on l'a dit, tu es un spectateur-consommateur. Ça a été ça le discours. Et plein de gens, ça leur va très très bien d'être spectateur-consommateur. Ça permet de passer son temps à dire que les autres ne font pas le boulot. Puisque voilà, on est au spectacle et qu'on consomme. Là, on voit aussi que les gens, il y a autre chose. Parce que notre société, elle se construit aussi, et d'abord sur la notion de don. Un grand sociologue, Marcel Mauss et tout ça, donner, recevoir, rendre. Je donne quelque chose et je reçois un éclair dans les yeux, un sourire, un remerciement, que sais-je. Et ça, c'est ce qui donne du baume au cœur. Et là, on voit bien que cet élément-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer les gens, c'est pas ça le sujet. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose d'autre qui est bien plus fort que ça, qui est je fais quelque chose qui est utile et les gens, je le reçois directement. Je ne suis pas un robot en face d'un autre robot. Voilà. Donc il y a cet élément-là aussi qui est... On n'a d'ailleurs pas arrêté de dire depuis ce matin que la rémunération n'était pas le seul levier. C'est un levier évidemment important, mais ce n'est pas le seul pour faire le bien-être et le bonheur d'une personne qui travaille. Par charité laïque, je ne dirai pas son nom, mais je me souviens d'une ancienne ministre, on avait dit mais qu'est-ce qu'il faut faire face aux problématiques pour les gens qui puissent travailler dans les métiers de la santé, tout ça. Il y a juste à augmenter les salaires. C'est assez simpliste. Pour ça, je ne dirais pas son nom, mais... Moi, je peux le dire. Voilà. Là, c'est marrant parce que ça fait partie simpliste. C'est les mêmes initiales, c'est marrant. Et voilà. Mais bon. Continuez, Serge. Voilà. Et pardon. En tout cas, donc vraiment, cet élément-là, il est hyper fort et encore une fois, il permet aux gens de vivre mieux dans leur peau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Deuxième élément, en effet, c'est il y a ce don. Il y a aussi cette notion de ce que j'apporte. Là, on voit dans cette déjà première partie de l'étude, on ne parle pas de technique. Ce que j'apporte, c'est une présence. C'est l'humain. Et c'est toujours intéressant de se rappeler que moins on est valorisé, plus on est proche du corps de l'autre.
c'est l'auxiliaire de vie, c'est l'AS, c'est l'infirmière, c'est tout ça. Et finalement, c'est les gens qui ont le moins la technique, mais qui ont le plus la proximité. Et la technique majeure, qui est celle de l'envie d'écouter l'autre. Mais aussi parfois l'envie d'être écouté. Hein, il y a aussi tellement là. Et puis troisièmement, donc vraiment cette question de, on sort de la technique pour revenir ou pour rester à l'humain. Les gens font ça d'abord pour cette question-là. Après, il y a besoin de technique, d'éléments, mais il y a d'abord besoin de cette capacité d'écoute, de cette envie, de cette. Si Simone Veil parlait d'enracinement. J'ai besoin de m'enraciner dans quelque chose. Et finalement, le plus gros des enracinements, c'est l'autre, c'est l'être humain. Et puis, on parlait. Alors, il y a tous les métiers de la santé. Et puis, Frédéric arrive sur le grand âge. Il y a une différence qui reste ontologique de tous les métiers de la santé avec la question du grand âge, c'est que je peux être dans un service d'urgence, je peux être dans un service de cancéro. Le soir, je peux toujours me dire, c'est pas moi, je suis pas concerné. Je suis avec des vieux, le soir, je peux pas me dire, c'est pas moi, je suis pas concerné. Ça peut être mes parents, mes grands-parents, ça peut être moi dans 40 ans, 50 ans, donc je suis concerné. Donc du coup, le lien, il est autre, il est unique. Il n'y a quasiment aucun autre élément, en tout cas dans la santé, où on peut se dire, c'est sûr que c'est moi aussi. Dans les autres, je peux respirer. Voilà. Là, je sais que je suis dans le coup. Et donc, d'une certaine manière, est-ce que je vais traiter les gens d'une manière dont j'aimerais pas qu'on me traite? C'est insupportable si je fais ça. Donc du coup, j'ai besoin de trouver aussi, de rompre la dissonance cognitive, de retrouver quelque chose, un équilibre. Si je me comporte avec les gens d'une manière dont je ne supporterais pas qu'on se comporte avec moi, c'est sportif. Ça s'appelle l'empathie. Ça pourrait s'appeler l'empathie. Voilà. Et ce besoin d'équilibre là aussi. Et vraiment, on est dans des métiers, encore une fois, on a besoin de ça. On a besoin de on a parlé de reconnaissance. On a besoin de. Peut-être il y a un mot qui est très fort, qui est la notion de considération. On a besoin d'être considéré et on se sent. C'est Axel Honneth qui avait fait un livre là-dessus, La société du mépris. On se sent très méprisé aujourd'hui. Je suis un numéro, je suis un chiffre, et ainsi de suite. Et là, d'un seul coup, je me dis non, je ne peux pas être ça. Il ne faut pas que je sois ça. C'est insupportable si je sois ça. Et puis Frédéric parlait des perceptions. Les perceptions, ce n'est pas nécessairement la vérité, mais il n'y a pas qu'une vérité, il y a plusieurs vérités. En cours, je m'amuse parfois à faire venir l'étudiant qui est le plus haut de taille. Et donc, il peut y avoir à peu près 50 cm d'écart avec moi. Et donc, je lui demande à un moment donné de travailler ses muscles et se mettre à ma taille. Vous voyez ce que vous voyez? On ne voit pas la même chose. Et moi, après, je monte sur une chaise, voilà, juste pour leur montrer que mon regard, son regard et mon regard n'est pas faux. Simplement, on ne voit pas exactement la même chose. Donc c'est important. Mais la question des perceptions, elle est centrale parce que la vérité, c'est pas la vérité, c'est la vérité que croient les gens. Il faut partir de là, même si elle est fausse. Après, il faut essayer parfois de la déconstruire. En tout cas, il faut partir de là. Et donc, on voit bien ce travail aussi, en ça qu'il est hyper intéressant, c'est qu'aussi, il prend les perceptions. Et on doit faire avec ces perceptions, parfois pour les critiquer, pour les décrypter, mais on doit faire avec. Donc vous êtes aussi une espèce de professeur Keating dans le cercle des poètes disparus, qui monte sur le bureau. Excellent. Frédéric. C'est très flatteur. D'habitude, on nous jette des pierres, mais là, c'est vraiment sympathique. Donc, merci infiniment. Donc, effectivement, deuxième partie de cette enquête, et ça fait écho avec ce que Serge vient de dire de manière tout à fait passionnante. On rentre dans le contenu du travail, ce qui plaît, quels éléments de satisfaction. Et je le répète, on est sur du discours spontané. On avait fait avec des équipes du Cinerpa d'Elisabeth Roy quelques questions, mais elles étaient toujours ouvertes. C'est vraiment du discours spontané. On a ce que j'appelle la vérité des prix, et on n'est pas dans la critique parfois justifier des sondages où on dit si vous mettez la focale sur une dimension et vous oubliez une autre dimension, vous biaisez. Là, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'il y a deux piliers très forts qui émergent dans ce discours de satisfaction. Je reviens, et je vais aller passer plus vite, sur l'utilité sociale. Ça reste absolument majeur dans les leviers de satisfaction, la relation avec les patients, le fait que souvent, entre patients, entre soignants, ça dépasse souvent le cadre médical, du perso s'installe et c'est très très intéressant. Moi je vois ça de l'extérieur et l'IFOP fait beaucoup d'enquêtes de climat social. D'un côté il y a un discours stéréotypal qui dit le secteur du métier des métiers du grand âge, c'est la catastrophe, c'est le mouroir, tout ce que vous pouvez avoir comme critique. Et de l'autre, avec ce qu'on s'est dit depuis un petit quart d'heure, on voit que votre secteur est tout à fait dans le vrai sur deux attentes très fortes du salariat français. Premièrement, la quête de sens, l'utilité. Deuxièmement, la fin de cette étanchéité absolue entre sphère perso et sphère professionnelle. Il y a une donnée IFOP que je répète toujours. On a maintenant une majorité de salariés et
2 tiers des plus jeunes qui disent « mes collègues sont avant tout mes amis ». Alors, on va voir à quel point l'ambiance de travail est importante, mais clairement, votre secteur, sans aucune flagornerie, est dans le sens de l'histoire de ce point de vue-là, l'utilité et le sens du métier. Autre dimension qui explique une satisfaction forte à l'égard de ce métier, donc auprès des personnes qui l'exercent, pas auprès de la cible qui voudrait l'envisager, mais ils anticipent ces bénéfices-là. C'est un terme qui arrive souvent, qui est cité 2 fois dans les entretiens, c'est l'idée de couteau suisse. Il faut des compétences plurielles, il faut un large éventail de savoir-faire, de savoir-être, le leadership, la gestion du stress, l'organisation de la capacité d'adaptation, mais également du savoir-être. On n'est pas sur de la technique. C'est vrai qu'il y a un mot qui ne sort jamais, et Serge a raison de le dire, en qualitatif, il y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et la technique, faire un pansement, faire une perfusion, c'est pas sorti. C'est que l'humain qui est sorti. Je ne vais pas citer c'est la partie communiste, c'est la partie politique, pardon, je l'ai dit, qui parlait de l'humain d'abord. C'est d'abord ça dans le discours qu'on a interrogé, même si je ne mets pas des lunettes roses, on va voir qu'il y a également des difficultés. Donc le savoir-être, patience, courage, autonomie. Mais l'avatar, je dirais le côté ambivalent de cette humanité, de cette unité sociale, c'est une charge émotionnelle extrêmement forte. On ne répare pas des télés, on ne sert pas des boulons ni des écrous. Ce lien crée une vraie usure avec 2 axes de difficultés identifiés. D'abord, le fait d'être confronté au grand âge, à la souffrance, à la dépendance, mais également, et ça m'a beaucoup étonné, c'est sorti, comme je le vois quand j'interroge des enseignants, le poids des familles. C'est soit des engagements, soit, je vais peut-être le dire, Serge, hypertrophie du rôle des familles. Et on voit très bien, d'ailleurs, santé, éducation, le discours des Français sur le déclin, sur la France qui tombe, il se cristallise sur ces 2 institutions. L'hôpital ou peut-être l'EHPAD, l'école, la santé, l'éducation. On retrouve auprès des publics concernés, c'est assez drôle, les mêmes perceptions. En majeur aussi, en toile de fond plutôt, il y a la question de la fin de vie. On est confronté à la mort. Alors, bien sûr, les gens s'endurcissent. C'est pas quelque chose qui est cité si fortement que cela. On parle beaucoup d'accompagnement, d'aide, etc. Mais voilà, on a quand même eu des cas où, vous le verrez dans le rapport quand vous aurez le temps de le lire, le côté charge émotionnelle très lourde. Le plus compliqué, ce sont les décès. Je vous le dis clairement, ce sont les pertes de résidents. Des fois, il y a des résidents un bon matin. On apprend qu'ils sont décédés. C'est dur, ça fait un coup, ça fait un choc. C'est la réalité, mais c'est quand même relativement mis à distance par rapport à cette charge émotionnelle. Et puis, il y a 2 grandes dimensions qui créent, je dirais pas un mécontentement absolu, mais de la frustration, de l'insatisfaction, c'est la pénibilité. La pénibilité reste forte, mais ce qui est très intéressant, la pénibilité, il y a une diapositive que je vais passer rapidement sur la pénibilité physique, mais il y a d'abord un lien très fort établi entre la pénibilité et le manque de personnel soignant avec des équipes chroniquement sous-staffées, avec la crainte que vous avez tous vécu du jeune embauché qui est là depuis 2 jours et qui va peut-être pas rester tout au long de la journée, et tout ça impacte sur la charge de travail, sur le stress. Donc pénibilité qui reste forte, qui est quand même focalisée sur les horaires, mais moins que ce qu'on pourrait le dire. C'est d'abord le cas des équipes sous-staffées, avec sur les horaires choisis, horaires pas choisis, ça change, si je puis dire, la donne. Et bien sûr, j'ai dit que ce n'était pas majeur, mais ça existe, c'est cette pénibilité. Physique qui est citée assez fortement, l'utilisation de matériel lourd, le recours au portage, bien sûr, de personnes âgées dépendantes, mais ça ne gâche pas complètement ce sentiment d'utilité et cette idée d'être utile pour la société, parce qu'à côté de cette pénibilité des horaires, il y a cette question du temps. Et là aussi, si je fais un petit pas de côté, les salariés de votre secteur sont dans le sens de l'histoire. L'attente majeure des salariés français, en 2008, le quinquennat que beaucoup ont aimé, d'autres moins, de Nicolas Sarkozy, le travailler plus pour gagner plus. Quand on demandait aux salariés français, préfériez-vous travailler plus ou gagner moins et avoir plus de temps pour vous, c'était 2 tiers, 1 tiers, travailler plus. En 2022 de mémoire, et vous aurez tout à l'heure Mathieu Souquier qui est un ami et qui est expert à la Fondation Jean Jaurès, on a reposé ces questions dans le cadre de notes pour la Fondation Jean Jaurès, ça s'est rééquilibré sur un 50-50 entre le temps et la rémunération. Bien sûr, la rémunération est centrale, on va le voir pour les attentes, mais très clairement, la question du temps chez vous est absolument fondamentale parce que les patients demandent du temps.
le mot patience, c'est patience. Hein, on ne va pas faire de sociologie de bas étage. Je laisse le haut étage à Serge. Les personnes qui sont atteintes de troubles, il faut le temps de les écouter. Et la frustration vient de ce manque de temps et le sentiment qui s'installe de ne pas bien faire son travail. Et quand on a cette dimension, non pas de vocation à connotation religieuse, mais d'engagement, ça fait mal pour les salariés. Et puis également, les familles. Israël, parfois encore plus difficile que les patients. Donc on a toujours un tableau que je trouve très favorable avec cette ambiance, avec cette question d'intérêt du travail, cette question d'utilité, mais clairement, pénibilité, conditions de travail et temps, manque de temps sont les deux points faibles sur lesquels il y a des attentes qu'on va voir un peu plus tard. Alors, Serge, de manière assez concise, car le temps file. Faut aller vite, ouais. Je ne vous le cache pas. Sentiment d'utilité, mais charge émotionnelle, pénibilité. L'élément très fort dans ce qui est pris, c'est cette notion, par exemple, de couteau suisse. C'est très intéressant parce qu'on passe notre vie à se spécialiser. Alors, dans le domaine de la santé, c'est particulièrement précis. Et finalement, d'une certaine manière, il y a une demande qui est justement de ne pas être trop spécialiste pour pouvoir avoir une vision plus globale. Et donc, être couteau suisse, c'est ça aussi, c'est je suis capable de faire plusieurs choses. Et tout le problème aussi du discours normatif, c'est qu'on enferme chacun, toi tu as le droit de faire ça, mais pas plus. Il y a aussi un discours d'ailleurs, pas qu'un discours, des relations très hiérarchisées. Moi je suis infirmière, ça c'est toi qui le fais, et ainsi de suite. Il y a une hiérarchie implicite et explicite très très forte. Et en même temps, il y a une demande de pouvoir finalement franchir un peu les frontières. Or, tout le système, c'est on crée des frontières de plus en plus hermétiques et de plus en plus rudes. Or, les gens, ils ont envie d'autre chose parce que on aborde la personne de manière plus large. Donc cette notion de couteau suisse et le fait qu'elle revienne comme ça est extrêmement riche et nous dit vraiment quelque chose autour de ça. Le deuxième élément, en effet, bien sûr qu'il y a, Daphna parlait d'attachement. C'est normal. Si vous n'êtes pas un minimum attaché aux gens que vous aidez, c'est qu'il y a un sujet. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Voilà. Donc on ne fabrique pas des petits pois, avec tout le respect que j'ai pour les petits pois. Mais voilà, c'est accompagner des personnes. Et donc c'est normal aussi qu'il y ait cette notion d'émotion. Alors elle est complexe parce qu'aujourd'hui, parfois, l'émotion remplace la réflexion. L'émotion remplace la décision. Ou l'émotion justifie une décision qui ne sera jamais suivie des faits. On va aller au journal du 20h, on va dire on va faire une nouvelle loi, et ainsi de suite. On est beaucoup sur l'émotion. Et d'une certaine manière, on est trop sur l'émotion. Et en même temps, dans ce type de métier, bien évidemment qu'il y a cette émotion. Et puis l'autre élément, c'est ce besoin du collectif. Le fait que les gens y viennent, ils retrouvent d'autres personnes. Quand Frédéric disait... 2/3 des salariés, des collègues sont des amis. Compliqué d'ailleurs avec le télétravail. Hein, il y a aussi, on voit bien que dans certains domaines, il y a aussi des contradictions très fortes. Mais c'est la raison première pour laquelle je viens travailler. Bien sûr qu'il y a l'argent et tout ça, mais c'est les autres. C'est voir des gens, créer du lien. Et donc, nous sommes d'abord des animaux sociaux. On a d'abord besoin de ça. La grande étude qui a démarré en 1938, on demandait aux gens, mais qu'est-ce qui vous rendrait heureux? C'était l'argent et la notoriété. On leur demande 15 ans plus tard. L'argent, moins. La notoriété, pas du tout, mais le lien, les autres. On a besoin des autres. Et dans des métiers comme ça, sans doute qu'on les choisit aussi parce que justement, on est dans cette notion d'entraide. Et donc ça, on le retrouve très fort. Et puis, bien sûr, il y a tous ces éléments sur ces difficiles, la pénibilité. Mais en écoutant Frédéric, je me redisais que, d'une certaine manière, dire que j'ai un métier pénible participe de mon identité. C'est pas évident de dire j'ai un métier facile. D'ailleurs, vous remarquerez, il y a peu de gens qui disent qu'ils ont un métier facile. Voilà. Qu'il soit vrai ou faux, c'est un autre sujet. Voilà, donc, dire que c'est pénible, c'est des difficultés, mais ça crée aussi un corps. Ça crée aussi quelque chose. Je fais quelque chose que tout le monde ne pourrait pas faire. Mais ça vous distingue et ça vous fait du bien. Et c'est vrai, tout le monde ne pourrait pas faire certains de ces métiers-là. Et donc, le dire, j'ai bac moins 15, mais je fais un boulot que peu de gens pourraient faire. Eh ben, ça vous donne un sacré haut de statut. Vous voyez, donc c'est un élément négatif, mais c'est aussi un élément consubstantiel de l'identité, je dirais, professionnelle et humaine de la personne. Donc il faut aussi le prendre comme ça. Les gens trouveront toujours que c'est pénible. Et s'ils trouvent que c'est plus du tout pénible, c'est qu'ils sont partis. Très bien. Serge parle vite, vous avez remarqué, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc, il mouline. Voilà. Et je tiens à remercier la personne qui a rajouté 4 minutes
par rapport à ce qui était prévu. Je sais pas. Il fallait pas le dire, pardon. Flûte. Non, alors on va dire qu'il nous reste grosso modo 5 minutes. Ah ben, Ça va, vous redressez à la baisse là. fiez-vous à moi. D'accord, Voilà. je me fie à vous. Alors. Donc, on a à peu près 5 minutes. Alors, je vais aller Donc, très vite pour laisser 2 dernière minutes à partie, Serge. Frédéric, Voilà, et ensuite dernier commentaire de Serge. Très très sincèrement, je peux pas la faire en 5 minutes, mais voilà, tout le monde pourra lire ce qui est dit. On va rentrer plus dans la partie attente à l'égard de ce métier. Par rapport à ce que Serge vient de dire, le prérequis, c'est d'abord la bonne ambiance de travail. Et là, une fois de plus, votre secteur est en ligne avec les attentes du salariat français. On a dans les entretiens qu'on a menés beaucoup de témoignages de bonne ambiance de travail et de bonne dynamique. Et on voit à quel point c'est un impact majeur sur sa situation professionnelle. Et également, parce que les gens ne sont pas faits d'un bloc, il y a aussi des récits de mécontentement, de manque de collaboration, de mauvais fonctionnement, de frustration, de malaise, parce que voilà, il y a une vraie ambivalence là-dessus, mais le prérequis, c'est d'ambiance de travail horizontalement, verticalement. On peut reprocher aux infirmiers une tendance à déléguer, un médecin de ne pas être assez là et d'être pas dans l'accompagnement, mais on voit à quel point c'est central et ça génère, je ne passe pas cette diapositive, vous la lirez, mais ça génère des attentes particulières qui vraiment là ressortent de manière majeure dans les discours. 12 entretiens, c'est pas représentatif, mais ça donne quand même une vraie diversité de points de vue. On a une vraie homogénéité. D'abord, c'est d'abord des équipes stables et au complet pour bien accomplir son travail. On a vu ce lien pénibilité, manque de moyens et le déficit d'effectifs et de remplacement des absents. On parle beaucoup du non-remplacement. Je vais le dire exactement comme pour l'école, constitue un facteur de mécontentement et d'épuisement et je dirais de véritable désarroi parce que les gens sont très engagés. On peut très vite perdre sa fibre soignante quand les équipes ne sont pas complètes. Donc, clairement, équipe stable, prendre le temps avec les patients. Il y a cette question du temps dont je parlais qui est absolument majeure. Je passe vite, malheureusement. Et également, oui, des ressources matérielles, les moyens matériel, la rémunération, ça sort, mais je le dis très très franchement par rapport à la ministre que tu as anonymisée, ce n'est pas majeur. Ça compte énormément, mais ce n'est pas ça qui règle tous les problèmes. Il y a la question du temps, il y a la question de l'équilibre pro-perso, il y a l'équilibre, la question de l'ambiance et bien sûr des moyens matériels. Avec des leviers de reconnaissance qui sont cités, bon, bien sûr, on ne va pas le cacher, la reconnaissance financière. Le salaire des soignants est jugé trop faible. Et également, c'est dit quasiment quantitativement dans le poids des verbatims, de la même manière, la reconnaissance symbolique. Dire merci, des marques d'attention, de remerciements, de félicitations, des signes de sollicitude, c'est cité presque en même temps, comme disait l'autre, que cette reconnaissance financière avec cette question de la qualité de vie au travail. Et là, je le répète et je me répète encore, on est vraiment à la congruence des attentes du salariat français. La qualité du travail est jugée plutôt satisfaisante au global dans les EHPAD que nous avons interrogés, des salles de repos bien équipées, des locaux propres, une attention particulière à l'ergonomie, mais ça n'enlève pas les attentes dont je viens de parler, avec quand même un plus, c'est-à-dire le sentiment, mais là ça devrait être testé quantitativement, mais ça a été confirmé par des quantitatifs faits par le passé par l'IFOP pour le CINERPA, une satisfaction plus forte en EHPAD privé. Je te laisse, Serge. Alors, tu vois, on a du temps parce que le monsieur nous en a rajouté. Ah oui, et d'ailleurs c'est intéressant, on parle de temps. Hein, on est toujours une société où on n'a jamais vécu aussi longtemps, on n'a jamais eu autant d'heures de vie, on n'a jamais aussi peu travaillé dans une vie entière. Et on court après le temps. À courir après le temps, avoir un problème avec ça. Peut-être aussi parce qu'on chronomètre beaucoup plus qu'auparavant. Que d'une certaine manière, on ne prend pas le temps de prendre du temps. Et que du coup, on perd du temps à ne pas en prendre. Hein, il y a toujours plein de choses autour de ça. On voit bien que ça ressort, et ce qui est normal. Dans le temps du soin, le soin du temps, la notion, elle est logique. Le soin, c'est d'abord écouter l'autre. C'est la première des sources. Et se sentir écouté, c'est justement se sentir considéré. Et tout ça, ça se mesure comment? Par du temps. Je dirige un master qui forme des directeurs d'établissements de santé. Et à chaque fois, dans les enquêtes, dans les trucs, tout ça, on voit bien de managers, si on les appelle comme ça, c'est la personne. Vous regardez quand vous rentrez dans l'établissement, est-ce que le bureau est à l'entrée ou est-ce qu'il est tout au fond? Et quand vous discutez avec les gens, les salariés, est-ce que la personne de direction prend le temps d'aller vous voir tous les jours ou pas? Et bien avec ça, vous avez 80% de la réponse de comment ça se passe dans l'établissement.
je prends le temps. Mais j'ai pas le temps de le faire. Ben oui, mon gars, mais tu perds du temps à pas prendre ce temps-là. Et c'est du temps d'abord de considération, d'écoute et de repérage de ce qui se passe. Et donc, je gagne beaucoup de temps à prendre ce temps-là. Donc voilà, cette notion de temps, elle est vraiment très très forte. Deuxième élément qui a été dit par Frédéric dans cette étude, c'est la notion d'action. En fait, ça fait lien aussi avec le temps ou l'absence de temps du politique. Tu parlais, c'est pas qu'un sentiment, on va enlever ce mot sentiment, c'est une réalité du déclin, par exemple, du système de santé, du système scolaire, et ainsi de suite. Je m'amuse souvent à dire que le niveau baisse, pas autant qu'à l'Assemblée nationale, mais le niveau baisse déjà beaucoup chez les étudiants, et ainsi de suite. On le voit, on le sent, on le ressent, de manière très très nette. Mais la réponse à tout ça, la réponse la plus forte qui soit, c'est la notion d'agir. Les gens ont besoin de se dire, mais je peux servir à quelque chose, à un an. Je ne peux pas servir pour mettre la paix dans le monde, c'est pas vrai. Mais je peux peut-être servir là où je suis. Et là où je suis, par exemple, quand je travaille dans le domaine de la santé, quand je travaille avec des gens très âgés, ben je vois mon utilité. Si je rends l'autre plus humain, si je rends l'autre plus heureux, plus de joie, si je lui trouve des satisfactions, j'ai moi une satisfaction extraordinaire. Tu parlais du merci. J'avais fait une enquête dans le temps sur la retraite et le bénévolat. Et quelqu'un m'avait dit, mais vous savez, moi, la grande différence, c'est que depuis que je suis bénévole, tous les mercredis, je vais aider des jeunes, ainsi de suite, et quand je pars le soir, ils me disent merci. En 40 ans de vie professionnelle, jamais on m'a dit merci. Ben, c'est tout. Si on n'est pas capable de ça, faut faire autre chose. Et donc, les gens ont à la fois cette reconnaissance et cette reconnaissance de l'action. J'ai fait quelque chose et je vois ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, pourquoi c'est aussi une souffrance, c'est que parfois les gens ont le sentiment de ne pas avoir fait assez bien. J'ai pas passé assez de temps avec le résident, l'habitant, le patient, on l'appellera comme on voudra. Et c'est intéressant parce que parfois, le sentiment de la personne en question, du résident, de l'habitant, du patient, n'est pas du tout le même. Ah non, ce que vous avez fait, c'est super. Merci, vous êtes venu me revoir, ainsi de suite. Donc parfois, il y a aussi une différence. Et parfois, c'est très très intéressant de prendre le temps d'aller discuter avec les patients et avec la personne qui les a accompagnés. Et d'un seul coup, elle découvre qu'elle a fait beaucoup mieux son boulot qu'elle ne pensait le faire. Donc l'importance de ça. Et donc il y a un mot, je termine là-dessus, c'est on ne fait pas pour les patients. On fait bien avec les patients. Et c'est parce qu'il y a cette communauté que du coup, je m'y retrouve aussi beaucoup mieux. Frédéric, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour finir. Oui, le plus dur, finir c'est mourir. Quelques éléments, puisqu'il y a encore un peu plus de temps, sur les projections pour le métier. Et c'est vrai que là, nos personnes, nos salariés, nos soignants, se sont transformés en citoyens soignants. Ils ont vu le système et ils voient très 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 clairement dans un contexte où la santé est le premier enjeu pour les Français, où ce que j'ai appelé depuis le 7 juillet l'éclipse du politique, le sentiment que le politique ne résout plus les problèmes, que c'est plus à l'échelle des politiques nationales. Je ne parle pas des élus locaux qui sont bien sûr très fortement valorisés parce qu'eux parviennent à matérialiser la promesse du politique et à changer la vie. Puisque le politique ne résout plus les problèmes, il y a vraiment une inquiétude très forte sur un système qui va craquer, mais on se serait vu devant la FSU ou le SNES, j'aurais dit exactement la même chose. De plus en plus de résidents, de plus en plus dépendants, une difficulté à recruter des soignants comme des enseignants ou d'autres qui va aller crescendo. Et voilà, clairement, on a une inquiétude, on a un vrai décalage entre une satisfaction professionnelle qui reste forte malgré tous les soucis, tous les défauts qu'on vient de voir, et une inquiétude pour le secteur qui est directement reliée à l'absence du politique, au déclin dont tu parlais Serge, qui, je dirais, mine l'avenir. Et on retrouve dans ce cadre-là, et j'en terminerai, des attentes des personnes qui reprennent exactement ce qu'on a vu sur le contenu du travail, sur les éléments de satisfaction ou pas, la charge de travail, le temps pour le soin, la question des effectifs. Et ce qui est très intéressant, c'est, voilà, je passe cette diapositive, c'est que les personnes que l'on a rencontrées n'ont pas été comme cette ministre en disant plus d'argent. Ils n'ont pas été sur une posture délégataire, ils n'ont pas été sur une posture améliorer les choses. L'engagement, je trouve, passe aussi par l'idée qu'ils peuvent, eux, changer les choses dans le cadre de leur établissement hospitalier, dans le cadre de leur EHPAD, dans le cadre de leur travail à domicile. Et dans ce cadre, on a cet engagement, il n'est pas pour soi, il est pour la collectivité et il est pour le secteur, aux directions d'EHPAD de la canaliser. Serge, une phrase de conclusion. La bêtise, c'est de conclure, disait mon vieux camarade Flaubert. Donc, en tout cas, on peut dire qu'on est dans un moment
tout ce que ces gens disent et ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer, encore une fois. On a besoin de ça. Être citoyen, une démocratie, c'est pas attendre du haut. Une société qui marche, c'est quand le bas et le haut se rencontrent, échangent et trouvent des formes pour avancer ensemble. Et là, on a quelque chose d'assez positif. C'est-à-dire que les gens se disent, j'ai aussi, encore une fois, j'ai un rôle à jouer. Encore faut-il valoriser mon rôle, me laisser le jouer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un moment du politique plus qu'en éclipse. Voilà. Et que je rappelle quand même que dans les années qui viennent, cette question démographique, à partir de 2031, pendant une vingtaine, trentaine d'années, on va vers x2 en nombre de gens de plus de 85 ans. Donc ces gens-là auront plus besoin encore d'être accompagnés. C'est peut-être le mot qui va le mieux. Donc cette compréhension de dire qu'il y a aussi à avoir une vision à la fois individuelle et une vision politique de la question de la transition démographique. Oui, ce que je voulais dire, en parlant d'éclipse du politique, la nature ayant horreur du vide, l'IFOP réalise depuis plusieurs mois des enquêtes de climat municipal, dont une enquête globale qui a été présentée au Sénat où on a interrogé 3000 Français sur leurs attentes et leurs déterminants du vote pour les élections municipales. Je change un peu de sujet, mais vous allez voir, je vais vite revenir à notre sujet. Arrive en tête comme déterminant la sécurité et en deux, la santé, l'accès aux soins, la prise en charge de la dépendance. Pourquoi on demande ça alors que les élus locaux, les maires, n'ont pas une responsabilité centrale là-dessus? C'est parce qu'il y a le sentiment que l'élu local de proximité peut pallier à la défiance et à l'absence du politique au national. Alors messieurs, vous allez rester en place encore un instant le temps que j'annonce les ateliers, mais d'ores et déjà, je vous remercie et on vous applaudit. Serge Guérin, sociologue, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP.